Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan s'est imposé 2-1 cet après-midi à Salerne. But de Leao à la 10e minute d'une frappe croisée du gauche excentrée et but de Tonali à la 15e d'une frappe du droit à l'entrée de la surface de réparation. Réduction du score de Bonazzoli à la 83e. J'accueille aujourd'hui Aristip et Félix. Salut à vous. Bonjour. Bonjour. Aristip, après des matchs amicaux de piètre facture, le Milan renoue donc avec la victoire, certes face à un adversaire de niveau moyen, mais l'écart qui nous sépare du Napoli ne croîtra pas aujourd'hui. Oui, complètement. Après 3 matchs amicaux et autant de défaites, finalement, on retrouvait le stade de Salerne du coup ce midi avec une entrée en matière compliquée, hein, puisque dans les 10 premières minutes, on se fait totalement dominer en fait par la Salernitana, qui met le pied sur le ballon, qui met en difficulté nos défenseurs, notamment Tomori et Kalulu, qui sont quand même assez en difficulté sur les premières minutes. Et finalement, sur notre première occasion, avec une passe magnifique de Tonali à la 10e minute, c'est Leao qui vient mettre un superbe but où il passe le gardien et met le but en bout de course du pied gauche. Donc très beau but, alors qu'il avait eu déjà un face-à-face, je dirais pas mal négocié, parce qu'il a été vraiment gêné et poussé dans le dos par son adversaire, mais il avait eu un face-à-face déjà Leao il y a quelques minutes. Et en fait, on se met à l'abri très vite, hein, puisque c'est Tonali qui faisait une passe décisive à la 10e, qui met un superbe but à la 14e minute sur une passe de Brahim Diaz dans la surface en retrait. Et là, on se dit que le match est terminé. On a beaucoup d'occasions, vraiment beaucoup. Giroud a de 2-3 grosses occasions à la 25e, à la 27e minute. Brahim Diaz a aussi de grosses occasions. Et finalement, on met pas ce troisième but. Il y aura un but qui sera refusé pour un hors-jeu de Brahim Diaz, je crois, ou de Tomori. Je sais pas qui la touche finalement à la 60 et quelques. Et après, quelques changements, notamment l'entrée de Quetelar, la sortie de Diaz, la sortie de Calabria au profit de Matteo Gabbia, on commence à reculer, à être un peu perturbé, je trouve, dans l'organisation. Et Salerne, sans être trop dangereux, hein, puisque je crois qu'ils ont fait un tir cadré sur ce match, arrive à se procurer l'une de leurs seules occasions du match, et avec Bonazzoli à la 82e, et réussir à marquer. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on peut mettre 5 ou 6 buts, et on se retrouve à 2-1 à 10 minutes de la fin à l'extérieur, et on commence effectivement à... Alors, ça va qu'on reste serein, mais franchement, devant mon écran, j'étais pas du tout serein. Je trouve qu'on s'amuse à se faire peur, hein, cette saison. C'est à l'image de ces matchs en début de saison où finalement on a l'impression de dominer, d'être tranquille, et finalement on l'est pas tant que ça. Et finalement, on arrive à tenir jusqu'à la fin, une victoire amplement méritée. Ochoa, le gardien du coup mexicain de Salerne, a été extraordinaire aujourd'hui, et je pense que c'est bien lui l'homme du match, malgré la défaite de son équipe, parce que sans lui, avec un gardien en moyenne forme, par exemple un Tatarou Santou, dans leur cage, ils peuvent en prendre, comme j'ai dit, 5 ou 6. Donc un grand bravo à ce gardien. Voilà une synthèse bien complète qui satisfera sans doute tous ceux qui n'ont pas pu voir le match vu l'heure. Écoutons à présent l'opinion de Félix sur la prestation milaniste. Alors franchement, avant ce match, j'étais pas forcément confiant parce que on l'a vu les préparations amicales de cet hiver, c'est pas très bien passé. Non seulement des défaites, mais surtout des défaites complètement méritées. Et on a vu très peu de bonnes choses pendant cette pause. Et surtout, on joue à l'extérieur contre la Salernitana et à 12h30, je dois le rappeler, qui est un horaire qui nous réussit très peu. Et finalement, en ce début de match, alors certes, comme l'a souligné Aristide, il y a eu quelques trous, notamment dans les 10 premières minutes, mais j'ai trouvé globalement les 45 premières minutes très, très solides et en fait tout le match globalement assez solide de notre part jusqu'au but. Et là où je rejoins pas Aristide, c'est sur le fait que les changements ont amené un déséquilibre. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je me trouvais même plutôt bien. On a failli marquer juste avant le but, hein, sur une superbe reprise de Giroud dans un coup de pied arrêté travaillé. Encore une fois, où Tonali est à la passe. Et Giroud fait une superbe volée et ensuite Ketelar à la retombée, mais Ochoa fait deux superbes arrêts. Je me trouvais plutôt bon, plutôt en place, mais en fait, c'est clairement, on s'est relâché. C'est un manque de concentration générale finalement, parce que sur le but, Tonali laisse trop facilement le centreur Granata centré. Et ensuite, Bonazzoli, il est laissé tout seul par Kalulu et Saelemaekers qui le laissent au second poteau tout seul. Et puis peut-être Doussano qui est pas à sa place. Donc, ce qui fait que après ce but-là, ben voilà, on perd totalement le contrôle du match. Et même si encore une fois, on aurait pu marquer à la fin. C'est-à-dire que Ochoa fait encore deux, trois superbes arrêts à la fin, même jusqu'au bout du match où dès qu'il était là, il aurait peut-être pu marquer son premier match parce qu'il a eu vraiment deux, trois bonnes occasions. Et au final, je pense que le gardien mexicain l'a bien dégoûté aujourd'hui, mais pas seulement lui, hein. Enfin, tous nos joueurs. Ce qui fait que ce match, il a un goût plutôt amer.
Alors que jusqu'au but, je trouvais que c'était une de nos prestations les plus abouties de la saison. Alors certes, c'est que la Salernitana, mais on sait qu'on a des difficultés contre ce genre d'équipe. Hein. On n'a jamais été très fort et on n'a jamais, hormis en Ligue des Champions, on a claqué 2-4-0. En Serie A, je crois qu'on n'a aucun score, j'ai même pas envie de dire fleuve, mais un bon 2-3-0, tu vois, où on gagne de manière assez à l'aise. Et je me suis dit au début de match que c'est ce qui va se passer. Et puis au final, non, cette équipe arrive encore une fois à se faire peur. Ce qui est quand même assez dingue, vu le nombre d'occasions, vu la physionomie du match, hein, parce que la Salernitana avait tenté de jouer haut, ce qui est vraiment un suicide contre une équipe comme la nôtre. Ils nous ont vraiment rendu service, hein, parce que vu comment ils ont joué en première mi-temps, et même en seconde, on aurait pu claquer 4-5 buts. Mais j'ai envie de dire que le match de Ochoa, il est complètement prévisible. C'est typiquement le joueur de gardien qui, quand il a les caméras braquées sur lui pour son premier match, il va te sortir un match comme ça. Tu ne le verras pas faire un match comme ça contre la Sampdoria ou la Spezia 2 ou 3 journées plus tard. Mais dès que c'est un match à enjeu, dès qu'il sait qu'il a les gardes braqués sur lui, il te sort un match comme ça. Et c'est récurrent et enfin, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que le gardien mexicain fasse ce genre de prestation parce que c'est un habitué de ce genre de match. Et quand on voit qu'on galère à recruter un second gardien, qu'on vient de recruter un mec que personne ne connaît au Paraguay et que ce mec-là était libre il y a 6 jours, on se dit que c'est une occasion manquée. Alors oui, bon là c'est facile de le dire comme ça, vu la prestation qu'il a fait ce soir, mais c'est pas quelqu'un d'inconnu. Il a fait ses classes en France et même au-delà de ça en compétition internationale. Donc bon, c'est ça, c'était pas forcément le bon timing, j'imagine pour nous, vu qu'on attendait encore Maignan. Mais enfin c'est dommage quand on voit qu'il a suffi d'une frappe cadrée pour qu'on prenne un but. Bon, ça, heureusement qu'il n'y en a eu qu'une seule d'ailleurs. Hein. En première mi-temps, on note de nombreuses interventions, j'ai envie de dire, à la dernière seconde, hein, de Kalulu et Tomori qui empêchent vraiment jusqu'au bout les attaquants adverses de tirer. Ce qui fait qu'on n'a pas subi beaucoup de tirs cadrés, mais j'ai envie de dire tant mieux parce qu'on sait qu'avec le gardien roumain, il en suffit de pas beaucoup pour concéder. Eh bien messieurs, je crois que vous avez tout dit, on passe au tableau d'honneur avec l'homme du match d'Aristip. Bah, j'en ai deux parce que j'ai pas réussi à les différencier. En fait, c'était très dur. Je vais mettre Leao et Tonali sur un même pilier d'égalité parce que je les ai tous les deux trouvés extraordinaires aujourd'hui. Le premier, du coup, Leao fait un super tir à la 6e avec un face-à-face, mais franchement, il peut pas faire mieux. Si ce n'est peut-être avoir plus de malice, s'écrouler dans la surface, enfin dans la surface ou même extérieur à la surface. Et en tant que dernier défenseur, on obtient le rouge. Il peut le faire, mais bon, il a joué dans le sens du jeu, j'ai envie de dire. Et après, il met un super but à la 10e minute, très compliqué à mettre. Il fait une place clé à la 31e qui peut amener un deuxième but. Il a été infernal aujourd'hui dans ses dribbles, dans ses appels de balles, même défensivement, il a fait 2-3 retours salvateurs avec 2 tacles glissés que j'ai en mémoire en deuxième mi-temps. Honnêtement, match plein de Leao et c'est comme ça que je veux le voir. Alors je sais qu'il pourra peut-être pas être comme ça à chaque fois, mais du moins un peu plus souvent encore que en cette première partie de saison. Et homme du match égalité, Tonali, qui, voilà, ça y est, moi j'ai retrouvé sur ce match, j'ai retrouvé le Tonali qui me manquait un peu, hein, et je l'avais pas mis dans mes tops en première partie de saison lors du bilan de mi-saison, parce que je l'avais trouvé un peu en dessous par rapport à ce qu'il avait proposé l'année dernière. Il fait une super passe décisive à la 10e minute, il met le but à la 14e, une passe clé à la 82e qui doit amener un but. Je crois que c'est justement Giroud, la reprise de Giroud qui est contrée par Ochoa. Non, match plein de notre international italien ce midi. Et tu confirmes que ce nouveau positionnement plus proche de la surface de réparation est donc intéressant et permet justement d'amener des passes clés, des éléments décisifs pour l'équipe dans le secteur offensif, qu'on voyait peut-être un petit peu moins l'année dernière, parce qu'il défendait beaucoup. Bah écoute, tu fais bien de m'y faire penser, j'avais complètement oublié, en plus je l'avais noté sur ma feuille en haut à droite. Je l'ai, surtout en première mi-temps, effectivement, parfois, en phase de possession, quand Benacer notamment avait le ballon, ou même la défense centrale, il était au niveau de Giroud. Il était au niveau de Giroud et il faisait des appels comme Giroud complètement vers l'avant. Oui, mais c'est pas la Donc, première fois cette saison, et je trouve que c'est une ouais, piste à explorer, je l'ai toujours dit, parce que son talent technique, et puis sa force de percussion aussi, parce que c'est un joueur qui a du coffre, Tonali, hein, qui a un gros volume de jeu, on l'a toujours dit, à mon avis, doivent être exploités, et je trouve ont été assez sous-exploités par Pioli la saison dernière. Donc c'est pour ça aussi que je disais que c'était intéressant éventuellement d'envisager l'option à 3 milieux, avec un Pobega ou un autre qui viendrait épauler Benacer pour défendre, et Tonali serait un petit peu plus libre des tâches défensives, libéré pardon des tâches défensives pour se concentrer un petit peu plus sur l'attaque. Mais bon, c'est quelque chose qui doit se travailler. Il a 22 ans, on le rappelle, il est jeune. J'espère
comme tu le disais pour Léao, que Tonali rééditera ce genre de performance lors des matchs qui viennent également. Voyons quel est l'homme du match de Feli. Je rajouterais aussi pour Tonali qu'il a vraiment une bonne, un bon pied droit et que je trouve bien qu'il tente de plus en plus sa chance et il l'a fait aujourd'hui et ça a payé. Et je rejoins totalement Aristipe. Globalement, moi j'ai trouvé que tous nos joueurs étaient à un très bon niveau ce soir, bon jusqu'à un certain point, mais tous nos joueurs ont été à un très haut niveau ce soir. On les a sentis reposés, on a senti une vraie domination technique de notre équipe par rapport à celle de la Salernitana. Je rejoins sur Léao qui aurait pu avoir 2-3 passes décisives ce soir et Tonali. J'aurais pu également mettre Giroud parce que Giroud il a vraiment écrasé la défense de la Salernitana. Pardon. On l'a senti vraiment imposant. Il a pris tous les ballons de la tête. C'était assez impressionnant de le voir comme ça en retour de la Coupe du Monde où il a vraiment mangé tous les défenseurs adverses. Alors, c'est pas forcément mon top parce que il n'a pas eu beaucoup de réussite devant le but. Il aurait dû marquer, hein, franchement. Il a 2-3 occasions qu'il doit mettre dedans, hein, même au tout début de match. Hein. Il y a une occasion de la tête sur un beau centre de Calabria, justement, où il met la tête trop haut. Ensuite, on pense à un face-à-face qu'il a, où Léao, lui, il est vraiment tout seul. Mais on sait que la vitesse, c'est pas forcément son point fort. Mais il avance pas, il tente de tirer de loin et au final, il tire tout juste sur le gardien adverse, ce qui fait qu'il rate quand même pas mal d'occasions, ce qui est dommage parce que sa prestation dans le jeu était assez exceptionnelle. Mais je rejoins mon Aristipe concernant Léao qui, à mon avis, est l'homme de match de notre côté parce que sur le match dans sa globalité, il ne fait aucun doute que le gardien mexicain a été le meilleur ce soir. Aristipe, as-tu un flop? C'est difficile parce que j'hésite entre deux joueurs, mais je vais en réserver un pour après. Je vais mettre, c'est un peu dur, mais je vais mettre Théo. Je vais mettre Théo Hernandez parce que je l'ai trouvé notamment défensivement approximatif en première mi-temps. Si on prend le bouillon les 10 premières minutes, il n'y est pas pour rien. Je trouve que son marquage a été approximatif, notamment en première mi-temps, à la 23e par exemple, où il laisse l'ailier droit de Salerne totalement seul. Et d'ailleurs, c'est Tomori qui vient contrer. Feli parlait des contres au dernier moment de Kalulu et Tomori. Bah, il y en a eu 2-3 sur le côté de Théo avec des contres au dernier moment aujourd'hui. Et offensivement, je l'ai pas trouvé non plus très intéressant pour un match qu'on maîtrisait. Donc non, c'est un très petit flop, hein, mais bon, j'attendais un peu mieux de sa part aujourd'hui. Feli. Franchement, non, j'ai personne à mettre en flop. Ce serait également des petits flops, hein, mais globalement, tous les joueurs, c'est ça qui est assez fou avec ce match. C'est qu'on gagne, on a l'impression qu'on gagne à l'arraché, alors qu'au final, on a maîtrisé le match quasiment à 80% du temps. Donc non, moi, j'ai aucun flop à mettre. Très bien, on passe donc au joueur bonus d'Aristipe. Dans les joueurs, justement, à souligner, moi je voulais parler de Tatarusanu parce qu'il était plutôt dans les bonnes surprises sur ce match, même s'il a pas eu grand chose à faire. Je trouvais que justement, en première mi-temps, quand on avait pris un peu le bouillon, enfin surtout les 10-15 premières minutes, je l'ai trouvé très rassurant dans ses sorties aériennes. D'habitude, on lui reproche de jamais sortir. Là, sur corner, coup franc, il est sorti 2-3 fois, notamment la 4e et 7e minute, c'était pas mal. Je trouvais qu'il s'imposait. Par contre, malheureusement, comme a dit Feli, hein, on se prend un seul tir cadré, il y a but. Et je me demande où il est sur le but, parce qu'honnêtement, Bonazzoli, il n'y a plus qu'à la pousser au fond, sur un centre. Tatarusanu est complètement du côté opposé, hors de position, en fait. Même pas sur sa ligne, il protège même pas son premier poteau. Donc, le but, il est à 60-70% pour Tatarusanu, parce qu'effectivement, même si nos défenseurs ne suivent pas, le but est vite, quoi. Il n'y a pas de gardien, donc il était plutôt dans les mauvaises surprises. Et sinon, à noter le retour, pour moi, il était dans les tops aujourd'hui, hein, de notre capitaine, hein, qui fait vraiment du bien, c'est Calabria. Je m'attendais pas à une telle prestation pour un retour après 4 mois de manque de compétition. On sait que Calabria, c'est quelqu'un qui a besoin d'être physiquement au top pour pouvoir briller et faire de bonnes choses. Et moi, j'ai trouvé très en jambes aujourd'hui. J'ai trouvé effectivement un centre très intéressant dont Feli a parlé à la 15e minute pour Giroud, que Giroud doit mettre au fond. Beaucoup de tacles glissés à la 49e, à la 53e. Moi, j'ai trouvé très en jambes notre capitaine et quel plaisir de le revoir à ce poste-là parce que même si j'adore Kalulu, moi, je trouve que... j'adore Kalulu en défense centrale. Je trouve que justement, Kalulu, sur ce poste de latéral droit, ça lui va pas trop. Et rien ne vaut un Calabria sur ce poste qui vraiment fait plus que l'affaire pour moi.
Ah bah, de toute façon, quand il est en forme, il ne se discute pas, hein. Il nous a fait C'est clair. parfois des très bonnes saisons. Le truc, c'est qu'avec lui, c'est un coup bon, un coup pas bon, hein. Ça dépend des années, ça dépend des mois. Donc on aimerait qu'il puisse jouer avec plus de régularité et sans doute que ses prestations se ressentiraient en bien, hein, voilà, parce qu'il est toujours freiné par les blessures. Et c'est vrai que c'est désagréable parce que ce joueur, en plus de son talent, de ses capacités indéniables, est avant tout un grand enthousiaste. C'est quelqu'un qui a faim de ballon, c'est quelqu'un qui se donne vraiment pour l'équipe. C'est pas une diva, c'est vraiment un porteur d'eau, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui fera tout pour faire briller ses attaquants, tout pour sauver sa défense centrale si besoin est. Et je trouve qu'on le salue pas assez, Calabria. Voilà. Quel est le joueur bonus de Feli? Moi, je voulais parler de Diaz et de Dequetelar, qui ont tous les deux fait un bon match. Et encore une bonne rentrée du Belge, dès qu'il est rentré, il a fait une très bonne passe clé pour Makers et qui a eu pas mal d'occasions au final. Alors, on ne sent pas en confiance devant le but. Et ça, c'est dommage parce qu'il aurait pu mettre un, voire deux buts s'il était un peu plus, disons, en confiance et qu'il a été moins timide en frappant le ballon parce que des fois, j'ai l'impression qu'il a peur quand il frappe la balle et c'est dommage pour un joueur offensif. Mais globalement, il a fait une bonne rentrée. Il a fait deux, trois bonnes interventions également. Et de la même façon, Brahim Diaz qui a fait un bon match, pas mal de passes clés également, et je pense aussi au but, euh, au but de Tonali, hein, où il la remet intelligemment derrière. Et puis, quand il a le jeu face à lui, je trouve que c'est un bon joueur. C'est plutôt l'inverse de Dequetelar qui a besoin d'avoir le jeu derrière lui et puis pour vite se retourner. Et Brahim Diaz, c'est plutôt l'inverse. Il a besoin d'avoir le jeu face à lui et je trouve qu'il prend souvent les bonnes décisions. C'est dommage, il a été amputé d'un but pour un hors-jeu passif. Mais les deux ont fait un plutôt bon match et Brahim Diaz, c'est vrai que c'est un joueur dont on ne parle pas forcément souvent parce que il est pas forcément fulgurant à chaque fois, mais c'est un joueur qui fait le pressing, qui défensivement est assez présent. Et finalement, cette saison, il a plutôt pas mal de statistiques, hein, quand on regarde. Je crois qu'il est déjà à quelque chose comme 4 buts de passe pour une 10 titularisations. Donc, c'est pas trop mal de la part de l'Espagnol. La question va se poser en fin de saison s'il va falloir le racheter ou pas, alors qu'on a investi 30 millions sur un joueur qui est actuellement sur le banc. Même si Pioli a parlé du fait que Dequeteler pouvait jouer neuf et être la première alternative à Giroud. D'autant plus qu'en ce moment, tous nos attaquants sont blessés, Origi, Rebic et bien sûr Ibrahimovic, mais je ne pense pas qu'on pourra trop compter sur ces joueurs-là cette saison parce que j'ai l'impression qu'ils sont constamment blessés. Et pourquoi pas repenser à placer le Belge plus haut si ça peut le voir titulaire plus souvent. Alors certes, avec un Giroud aussi fort qu'aujourd'hui, même s'il n'a pas été en réussite, ça va être compliqué pour le Belge de se faire une place. Parce qu'on est dans une équipe finalement assez mise en place où finalement le seul poste qui fait vraiment défaut, même si aujourd'hui je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est Saelemaekers qui a fait du Saelemaekers, c'est un solide défensivement. Pas foudroyant offensivement, mais c'est en même temps le schéma tactique qui veut ça. Donc finalement, ce poste de 10 cette saison, je trouve qu'il est plutôt convenablement disputé entre deux bons joueurs. Très bien, alors moi j'espère juste qu'on ne paiera pas Zlatan un an à ne pas jouer. C'est juste ça, j'espère quand même qu'on va le revoir assez rapidement parce que s'il annonce la fin de carrière au mois de juin sans avoir joué du tout de la saison, c'est quand même un peu lourd, Aristide, non? Ah bah, enfin, je sais, on sait que je n'ai pas reparlé de Zlatan depuis longtemps, mais je vous trouve optimiste à chaque fois qu'on en parle. Je suis assez convaincu il va faire deux trois matchs grand maximum cette saison, hein. Enfin, je ne le vois pas revenir avant février-mars. Dans quelles conditions faut voir? Est-ce qu'il va nous apporter? Enfin, allez, Zlatan, je l'ai mis pour moi plus en tant que coach sportif ou que motivateur que joueur de foot, hein. Pour ma part, depuis sa grave blessure, je n'y crois pas une seconde qu'il va nous apporter sur le terrain. Je dis bien sur le terrain en cette seconde partie de saison. Après, je peux me tromper, mais pour moi, voilà, le salaire, c'est plus comme un consultant presque externe qu'on va payer une année pour pouvoir motiver les joueurs et leur donner confiance plus qu'autre chose pour moi. Feli, quelque chose à ajouter? Non, je rejoins complètement Aristide sur le sujet, hein. Zlatan, à mon avis, ce sera compliqué. Alors, il a déjà eu des grosses blessures, mais là, à son âge, à 40 ans, je pense que c'est comme l'a dit Aristide, un motivateur externe. Je ne sais pas si on le paye vraiment à rien faire parce il est souvent présent quand même au bord du terrain et c'est un joueur qui motive les autres à l'entraînement. Et puis surtout, il n'a pas le salaire qu'il avait il y a maintenant deux Mm. saisons, je crois, où il touchait 7 millions. Maintenant, on est plus autour des 2 millions, 3 millions par an. Bon, après, à notre échelle, c'est évidemment énorme, hein. On parle de Bah, deux millions. trois millions Euh, le conseiller, ça fait un peu bizarre.
Bah, je suis d'accord, hein, ça, je te rejoins. En même temps, est-ce qu'on peut pas dire que la saison dernière également, il a été peu présent et au final, on sent que dans le Scudetto, il a une importance primordiale dans le vestiaire. Donc, est-ce que c'est pas aussi un élément à prendre en compte enfin, c'est sûrement l'élément à prendre en compte dans son salaire. On va passer au mot de la fin et justement, Aristipe, lors de la spéciale bilan mi-saison, on parlait, tu sais, du niveau des équipes nationales, tu fustigeais à juste titre d'ailleurs, hein, leur faible niveau, et j'avais pointé les conséquences du mondialisme, à savoir l'absence d'automatisme transférable des clubs aux sélections, parce que les clubs ne font plus jouer qu'un ou deux nationaux par match, quand ils en font jouer d'ailleurs, et j'avais comparé la situation actuelle à ce qu'on a connu par le passé avec les ossatures milanistes pour l'Italie, l'ossature barcelonaise pour l'Espagne, etc. Et j'avais oublié un point, alors je te pose la question suivante, Aristipe, trouves-tu que le Milan champion d'Italie 2022 soit supérieur au Milan champion d'Italie 2004 ou au Milan champion d'Italie 94, et plus largement, trouves-tu que la Serie A actuelle soit d'un niveau supérieur à ce qu'on a connu dans la première moitié des années 2000 ou dans les années 90? Bon, bah, évidemment, bien sûr que non pour la première question sur Milan et bien sûr que non sur le niveau de la Serie A en seconde question, hein. Bien sûr qu'il était bien supérieur dans les années 90-2000, que ce soit Donc le Milan niveau n'a pas d'ailleurs ou... baissé qu'en sélection. Oui, tout à fait, en club aussi, selon moi. Donc effectivement, oui, ça rejoint le débat ce que tu dis souvent sur effectivement l'import et les transferts des joueurs étrangers, de nationalité étrangère vers les clubs de Serie A, tout à fait. Bah, c'est pas tant contre les étrangers, c'est surtout contre l'absence d'Italiens. Moi, c'est ça qui me dérange. Oui, C'est-à-dire que la sélection en pâtit, mais force est de constater que les clubs ne sont pas meilleurs qu'avant, c'est même plutôt le contraire. Mais ça, c'est pour moi factuel, simplement. Comme tu fustigeais, et encore une fois, à juste titre, hein, le niveau des équipes nationales, c'était intéressant aussi de rappeler que les clubs ne sont pas meilleurs. Mais Feli veut sans doute également s'exprimer sur cette question. Oui, c'est un débat parallèle qui est tout à fait intéressant sur le niveau du Milan par rapport à ces fantômes du passé. Euh, je pense, enfin, le foot est sans doute moins technique qu'avant. Moi, je trouve qu'il y a il y a plus d'intensité aujourd'hui qu'à une certaine époque, plus de pressing, plus de voilà, de choses comme ça, mais on perd effectivement en technicité et en spectacle par moment. Et ce qui Même fait là la la qualité des différence, défenses, hein. Je sais pas, Feli, mais enfin, tu compares la défense actuelle du Milan avec Nesta, Maldini, etc. bah, Tu évidemment, compares mais la ça, défense de l'équipe de France, finaliste personne. de la Coupe du Monde, avec l'équipe de France 98, blanc de Saïd Lizarazu Thuram. On a baissé de quelques crans. Oui, certainement, mais parce que aussi, je pense que dans les formations des jeunes, peut-être qu'on privilégie plus les postes offensifs que défensifs. Enfin, j'en sais rien, il y a sans doute plein d'explications, mais je pense pas que c'est lié forcément à l'Italie. Je pense que c'est global, hein. C'est les changements du football moderne qui oui font qu'on est aussi. plus, Mm. on se fonde plus sur l'intensité, sur l'attaque que sur la défense, la rigueur, etc., qui sont des choses qui sont plutôt maintenant, qui ne sont plus forcément d'actualité dans les centres de formation. Maintenant, voilà, on va privilégier l'offensive. Bah, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de latéraux qui sont quasiment des ailiers qui jouent reculés. Donc, c'est des changements qui sont globaux et je pense pas que ça ne concerne pas que seulement l'Italie, la Serie A et le Milan AC. Ah ça c'est très juste, je l'observe également, seulement force est de constater en tout cas que sur la scène européenne, les clubs italiens sont moins performants que précédemment. Ça je crois que c'est indéniable. Alors après, Aristi qui va avoir la parole bien sûr, parce que tu nous as pas fait ton mot de la fin encore, doit être très heureux cette année de voir des clubs italiens qualifiés pour les huitièmes de finale. Après il faut voir ce qu'ils feront derrière. Mais je te donne la parole Aristipe sur le sujet de ton choix. Ah ouais, ouais, juste pour revenir sur ta dernière phrase, moi je suis le premier heureux de voir effectivement le Napoli, l'Inter et le Milan qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. S'il y avait eu la Juve, si on avait fait 4 sur 4, j'aurais été encore plus content. Vous voyez par exemple Pas Nico, l'Espagne. hein. Nico m'a dit Ouais, très pas heureux Nico, ouais. d'élimination de la Juve. Ah non, moi, pas plus que ça. Jamais craché sur les clubs de Serie A pour moi en Ligue des Champions Europa League. Franchement, c'est vraiment pas ma pensée du moins. Et bah, il y a qu'à regarder ce qui se passe avec l'Espagne, hein. L'Espagne a un seul qualifié, c'est le Real Madrid. L'Atlético est quatrième de son groupe, même pas qualifié pour une compétition. Et le Barcelone, qui était dans le groupe de l'Inter, je crois, et du Bayern, passe en Europa League. Donc ça fait un qualifié sur quatre clubs. C'est pas arrivé depuis, je crois, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années pour la Liga. Donc il y a quand même une baisse de niveau dont on a justement dont les Et clubs comme par de Serie hasard, A ont profité. l'Espagne a également À moins la sélection d'Espagnols. espagnole est Ouais, nettement moins forte qu'auparavant. Mais ça, on en a parlé, hein. complètement. Avant, il y avait le Barça avec Xavi, Busquets, Iniesta, etc. 8 Espagnols titulaires. Encore une fois, aujourd'hui, regarde le Barça, combien d'Espagnols. Regarde le Real, combien d'Espagnols. Je sais même pas d'ailleurs, hein. Mais tout ça pour dire qu'il y a un lien de cause à effet. Les clubs, les sélections, etc. Ça se rejoint assez souvent. C'est-à-dire que dans les années 90,
90, même si l'Italie n'a pas remporté de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe, elle arrivait régulièrement en finale, en demi-finale, souvent sortie au tir au but d'ailleurs, et les clubs italiens régnaient sur l'Europe, donc c'est intéressant de voir le parallèle entre les deux. Mais tu nous parles de ce que tu veux, Aristide, tu sais, il n'y a pas que ça comme sujet. Ouais, bien sûr. Bah, je vais juste rebondir sur le match et sur la période de Milan plutôt. Moi, j'ai vu Giroud aujourd'hui sortir à la 85e minute, hein. Moi, je suis un peu voilà déçu que dans ce genre de match, on fasse sortir notre seul buteur, hein, notre seul numéro 9 pur, enfin, contre Salerne à la 85e, étant donné le nombre de matchs qu'on va avoir entre janvier et février. Tout en sachant qu'il a déjà joué titulaire à la Coupe du Monde. Donc voilà, je fustige du coup également non seulement le fait qu'on se soit pas élaboré avant, mais aussi et surtout pour rebondir sur le mercato, puisque j'ai vu passer une info que je redoutais et dont on avait parlé lors du bilan de mi-saison, à savoir qu'on n'aura pas on n'a pas de budget spécial selon Sky Sports sur ce mercato et on va attendre les opportunités dans les derniers jours si jamais il y a. Bon, ça me rappelle en gros, c'est un peu Siamo Postocosi de Galliani et on va voir s'il n'y a pas un Mister X ou Mister Y et une bonne opportunité qui se dégage dans les 3-4 derniers jours. Je vous avoue que moi je suis un peu déçu parce que j'attendais pas quelque chose. Alors on s'est pas fait racheter par effectivement les plus riches, on s'est fait racheter par un autre fonds, je crois que c'est enfin par un autre fonds. Moi j'attendais un peu plus d'investissement, un peu plus d'ambition que cela, que ce soit au mercato d'été. Alors, il y avait la fin du closing qui n'avait pas été réalisé, etc. Ok, après, je m'attendais peut-être, vu le nombre de blessés qu'on avait, que ce soit Rebic et Origi pour ce poste de numéro 9, justement le closing qui avait été réalisé en septembre, je m'attendais au moins à un ou deux renforcements dont j'avais parlé au poste de numéro 10, au poste numéro 9 pour ce mercato. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'on reparte finalement sur les mêmes bases que le fonds Elliott, voire même pire. Donc voilà. Ah mais ça les fonds d'investissement, on en avait parlé il y a pas longtemps, ça fait pas rêver hein. Après c'est sûr que les comptes sont bien gérés, mieux gérés que par le passé, rien à voir. Mais quand on est supporter, les Mister X comme tu dis, les futurs Ballons d'Or ou les anciens Ballons d'Or que nous offrait Berlusconi, souvent sur le déclin d'ailleurs, hein, mais bon passons, eh bien il y en a plus. Enfin c'est ça, Ouais. c'est à un moment donné, c'est l'austérité. Vas-y Félix. Non, ben moi, je me réjouis juste du retour du football en club, hein, parce que moi, c'est plutôt ça mon dada. Je me réjouis du retour de la Serie A, même si c'est un peu un mercredi matin comme ça, c'est un peu brut de décoffrage. Mais là, on a une superbe journée qui nous attend, notamment aujourd'hui, hein. On a un très beau Inter contre Naples ce soir, et même là, des très belles affiches, hein, notamment en ce moment même, la Spezia mène 2-0 contre l'Atalanta. Donc, pléthore de surprises qui nous attendent dans une saison qui, j'espère, enfin, la suite de la saison sera tout aussi intrigante et jouissive que la saison dernière. J'en profite aussi pour parler d'une interview que j'ai vue hier de Tomori, qui j'ai trouvé exceptionnelle, l'interview. Faut que je sais plus qui c'est qui a interviewé le joueur, mais c'est une vidéo en anglais où le joueur parle justement de son arrivée à Milan et puis surtout du titre et de la joie que ça a procuré, de la joie qu'il a ressenti que ça a procuré à tout un monde de la façon dont les joueurs, dont lui-même a réagi. Et je trouvais ça vraiment très touchant, la façon dont il l'a décrit. Et c'était vraiment une des plus belles interviews que j'ai vues récemment et puis surtout une des plus belles interviews que j'ai vues sur le titre qu'on a gagné la saison dernière. Et aussi une interview qui me rappelle un peu le joueur sympathique qui est cet Anglais qui est sorti un peu de nulle part, qui est arrivé à Milan et qui s'est fait adopter par sa gentillesse et puis surtout par sa qualité, même si cette saison, il n'a pas été forcément à son plus haut niveau, mais je ne doute pas qu'il va revenir à ce qu'il nous a déjà fait et au niveau qu'on le connaît. Parfait, merci messieurs. Prochain match dimanche soir contre la Roma, nous devrions pouvoir enregistrer. Bonne fin de semaine à tous, à dimanche, salut! Ciao. Ciao.